La liberté. Famille, 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 Être une personne trans, ce n'est pas anormal. Le terme transgenre n'était pas du tout dans le vocabulaire public. en transition. en transition. Elle était trans dès le début. Offrir ces soins-là, ça fait juste partie des soins de base. On veut protéger nos enfants. C'est la première mission qu'on a. Parce que dans ma tête, ça ne définit pas mon enfant, c'est juste une caractéristique de mon enfant. Famille en transition. Un balado de la liberté. Bienvenue dans Famille en transition, une série balado qui explore ce que signifie grandir, se questionner et se transformer en famille lorsqu'un enfant entame un parcours de transition de genre. Au cœur de cette série, il y a France, notre animatrice. Ce projet commence avec son histoire. Mère d'une femme transgenre de 34 ans, elle s'est mise en quête de quelque chose de plus grand. D'autres parents à qui parler, d'autres histoires à écouter, d'autres manières de comprendre la famille en transition. De cette quête est né cet espace, un lieu de rencontre et de conversation sincère, où les expériences se partagent et où un langage commun peut prendre forme. Dans certains épisodes, comme celui-ci, vous entendrez Chelsea aux côtés de France. Chelsea est journaliste à la Liberté, co-animatrice de cette série et femme transgenre. Curieuse d'écouter, de comprendre et de partager son expérience vécue, elle rejoint France dans ces conversations avec l'espoir de rapprocher encore plus les familles de personnes trans. Dans cet épisode, France et Chelsea rencontrent Dr Judith Lajeunesse. Médecin de famille depuis 2009, professeure à l'Université de Sherbrooke, co-directrice d'une unité de médecine familiale, chercheuse et maman de 4 enfants. Elle est aujourd'hui engagée auprès des personnes trans et pour des soins de santé plus inclusifs. Docteur Lajeunesse s'est tournée vers cet accompagnement à partir des demandes de ses propres patients et patientes vivant une incongruence de genre. La docteure parle d'ailleurs d'incongruence de genre plutôt que de dysphorie. L'incongruence désigne le décalage entre l'identité de genre et le genre assigné à la naissance. La dysphorie, elle, renvoie à la détresse qui peut y être associée. Une détresse qui n'est pas toujours présente. Ce qui a alors commencé, comme elle le dit elle-même, par un appel à se former face à son propre sentiment d'incompétence, est rapidement devenu un engagement profond, à la fois professionnel et humain. Dans cette conversation, France pose ses questions de mère, Chelsea partage son expérience vécue, et ensemble, avec Docteur Lajeunesse, elle démêle mythes et réalités autour des soins d'affirmation de genre. Quand on parle de soins d'affirmation de genre, on parle de quoi exactement? Tu sais, des soins d'affirmation de genre, c'est très large. C'est dans le fond apporter un soutien, offrir un espace à un jeune, à un patient pour qu'il puisse explorer son genre de façon sécuritaire. Fait que ça peut être de l'écoute active, l'encourager à explorer au niveau des cheveux, au niveau des vêtements, tu sais, vraiment tout ce qui est non médical. Ça peut être référé, soutenir au niveau de la transition légale. Fait que c'est vraiment, tu sais, référé en orthophonie pour les thérapies vocales. Ça peut être un peu tout ça. Puis au bout du spectre, ben là, il y a l'hormonothérapie, la chirurgie, mais c'est pas nécessairement la majorité des patients qui vont aller jusque-là. Fait que le médecin de famille, son rôle, c'est de coordonner tout ça finalement, puis de référer aux bonnes personnes. Et en général, là, je dirais dans les études, en fait, c'est 50% des patients vont se rendre jusqu'à l'hormonothérapie. Il y a beaucoup qui vont explorer. C'est pas la majorité qui vont aller vers nécessairement l'hormonothérapie. Je suis en train de lire plein de choses sur le transgenre. Puis une des choses que je trouve absolument fascinante, c'est le fait que on dit dans les études que entre 5 et 7 ans, l'enfant sait déjà qu'il est transgenre. Oui, je dirais qu'avant 5 ans, tu sais, l'identité des enfants, je veux dire, à un moment donné, quand ils sont tout petits, c'est pas cristallisé, là, tu sais, la différence entre les garçons et les filles, ça se cristallise plus justement autour de cet âge-là, puis rapidement, puis ils savent.
Ben, c'est pas tous les enfants, par contre, qui vont le verbaliser. Tu sais, ça va dépendre vraiment dans quel milieu ils vont évoluer. Tu sais, il y a des enfants qui, naturellement, vont se sentir sécures d'en parler, puis d'autres, non. Comme beaucoup d'autres parents, France a des questions notamment au sujet de l'hormonothérapie. Avec Chelsea, toutes les deux, elles profitent de cette rencontre avec Docteur La Jeunesse pour démystifier certaines croyances, en commençant par les risques autour de la prise d'hormones. Je voulais juste toucher sur pas les problèmes, mais les risques de santé. Et moi, je trouve, pas dans mon expérience, mais les expériences des autres personnes que j'ai déjà parlé avec, qu'ils ont un peu peur de ces risques. Ils disent que le risque, c'est trop haut pour des problèmes avec les side effects. As-tu des expériences avec cela aussi, comme juste des personnes qui ont très peur? People scared of the risk, and that makes them not want to let their child transition. Oui, oui, mais en fait, oui, ça fait partie souvent des craintes des parents qui vont avoir des réticences. Aussi au niveau des bloqueurs hormonaux, là, les jeunes en prépuberté, ils vont avoir peur des impacts à long terme. C'est un peu notre travail de un peu défaire ça, dans le sens où si tu as un jeune qui est vraiment pas bien, qui a des idées suicidaires, je veux dire, le risque est beaucoup plus grand parce que quelqu'un de déprimé, d'anxieux, va avoir des paramètres inflammatoires important là, dans son système, va avoir un risque accru de cancer et de maladies cardiovasculaires. Le coût-bénéfice, souvent, c'est ça qu'il faut un peu aborder avec la famille, là. Mais c'est aussi le risque avec juste des médicaments en général, ouais. Exactement. Puis c'est pas des médicaments inconnus, là, dans le sens où c'est des médicaments qui sont prescrits depuis la nuit des temps, entre autres pour la ménopause, très, très bien étudiés, là. Fait que c'est pas des nouveaux médicaments. Comme n'importe quel médicament, il y a le risque zéro d'une médication n'existe pas. Tout est dans le suivi puis le dosage. Qu'est-ce que les études nous disent? Est-ce qu'il y en a? Il y a très peu d'études. Mais en fait, on connaît les molécules, c'est-à-dire, tu sais, les estrogènes, la testostérone, c'est des choses qui ont été étudiées, pas nécessairement chez les personnes trans. Donc, on sait que n'importe qui va prendre des hormones, puis tout dépendant de la dose, a un petit risque augmenté supplémentaire de maladies cardiovasculaires, par exemple. Est-ce que c'est significatif? C'est pas un nombre énorme, mais il manque d'études encore beaucoup sur les impacts à long terme. Parce que même je regarde, par exemple, le genre féminin, comme une trans femme qui va prendre la progestérone, c'est introduire quelque chose qui n'existe pas dans le corps. Alors, juste cette idée-là d'introduire une hormone qui, à la base, ne fait pas partie, on n'a aucune idée encore, c'est ça? Ben, il y a pas vraiment d'études sur le long terme, là. Mais, ce qu'on sait, c'est que tu sais, c'est sécuritaire dans le sens où il y a des suivis au niveau, fonction rénale. On suit les bilans, tu sais, le cholestérol, la glycémie, tu sais, tous les paramètres métaboliques sont suivis. On a des guides de pratique pour suivre les cancers comme chez les personnes cis. Tu sais, une femme trans qui prendrait de l'hormonothérapie depuis l'âge de 20 ans, ben, son risque de cancer du sein va s'approcher de celle d'une femme cisgenre parce que ça ferait très longtemps qu'elle prend des estrogènes. Donc, les risques au niveau des cancers vont être modulés en fonction de ça fait combien de temps qu'on prend nos hormones. Ce qu'il faut savoir à la base, c'est qu'on est tous, au niveau médical, au niveau de l'embryologie, on a tous la même structure, puis après ça, on va se développer homme ou femme selon si on a une exposition intrinsèque à certaines hormones ou pas. Souvent, ce qui va empêcher quelqu'un de prendre les hormones, en tout cas, la partie du parent qui va dire: «Oh mon Dieu, si tu commences les hormones puis que tu arrêtes, tu reviens pas, mettons que tu veux revenir comme avant, est-ce que tu reviens pas comme avant?» Il y a des effets réversibles, puis il y en a qui sont irréversibles. Par exemple, un homme trans qui va prendre la testostérone, ça va faire muer sa voix. Une fois que la voix, elle a mué, les cordes vocales ont épaissi, on ne revient pas en arrière, tu sais, je veux dire, ça va rester, ça a changé la structure des cordes vocales. Chez les femmes trans, ben, la croissance de la poitrine, une fois que les seins ont poussé, on arrête les estrogènes, ils vont rester. Mais il y a des changements qui sont réversibles. Avant de prescrire des hormones, ben, c'est quelque chose qu'on va vraiment aborder en détail là, pour avoir un consentement éclairé, pour dire, bon, mais voici les effets, ça c'est réversible, ça si t'arrêtes, ça ne reviendra pas. Tu sais, par exemple, la redistribution de la graisse corporelle, ben ça peut revenir, tu sais, la masse musculaire. Mais par exemple, un homme trans qui va prendre de la testo, puis finalement, il y a une calvitie, tu sais, je veux dire, ça, c'est une question génétique.
Pour les bloqueurs de puberté, plus spécifiquement, ils sont considérés comme réversibles. C'est-à-dire, si un jeune commence puis arrête un traitement, la puberté biologique reprendra. Les estrogènes, c'est l'hormone féminisante. En début de transition, on doit bloquer la testostérone. Donc, les patientes doivent prendre des bloqueurs androgéniques. Puis, le temps d'augmenter la transition. Puis, à un moment donné, on peut tranquillement, quand tout est stable, cesser les bloqueurs androgéniques. Ou si la personne a une orchiectomie, par exemple, a une chirurgie au niveau des testicules. La progestérone peut être prescrite. Puis ça, il n'y a pas de recommandation officielle sur la progestérone. Certaines patientes vont le vouloir pour augmenter la forme de la poitrine souvent. Il n'y a pas de recommandation officielle comme telle, mais en pratique, on voit que souvent, ça va aider un petit peu. Les patientes sont plus satisfaites du résultat. Tu fais l'estrogène et la progestérone, c'est ça? Si la patiente le demande pour la progestérone. Sinon, c'est les estrogènes. Puis s'il y a un enjeu au niveau de la croissance des seins ou de la forme de la poitrine, on peut faire un essai avec la progestérone. Dans ton cas, Chelsea? Je prends encore l'estrogène et ce sont les bloqueurs d'androgène, ouais. Je pense dans mon cas, ça s'appelait Androcur ou quelque chose comme ça. Mais ça, c'est probablement le brand. Mais j'ai pris le progestérone pour comme 2, 3 mois et après ça, j'ai juste dit, ben, je l'ai pas besoin encore. Je suis satisfait. Alors, j'ai juste quitté après 3 mois et je suis encore satisfait. C'est ça. Souvent, on va l'essayer, puis si ça change rien au niveau de la satisfaction des patients, on peut l'arrêter. C'est pas obligatoire, tandis que l'estrogène, c'est ça qui est la principale hormone féminisante, là. Yeah, c'est ça que j'ai trouvé, oui. Comme le progestérone, pour moi, ça n'a pas fait grande différence de ce que j'ai vu pour moi. Puis, tu sais, pour ce qui est de tout ce qui est risque des estrogènes, par exemple, c'est la même chose que pour la pilule contraceptive, tu sais. Fait qu'il faut vraiment individualiser les risques avec quelle patiente qu'on a devant nous. C'est une patiente qui a une histoire familiale de caillots, tu sais, de thrombophlébite, d'embolie pulmonaire, parce qu'il y a un risque augmenté avec les estrogènes de caillots. Il faut suivre de plus près. Puis on va être plus conservateur sur les augmentations de doses. On va y aller plus doucement, puis doser de façon plus serrée, parce qu'on a des dosages sanguins. On va être vraiment dans les cibles pour que ça demeure sécuritaire. Est-ce que le patient est suivi à vie ou au moment où c'est régulier, à ce moment-là, ce sont des visites médicales annuelles, tout simplement? C'est plus intensif au début. Tu sais, ça fait des années qu'on est sur la même dose, tu sais, moi, j'ai des patientes là, que je vois, tu sais, qui vont faire des prises de sang des fois, 2 fois par année, là, mais je vais les voir 2 fois par année, puis on represcrit, puis c'est stable, là. Fait que oui, ça s'espace dans le temps, là. Est-ce que mentalement, ça vient jouer aussi? Je sais pas comment toi tu l'as vécu, Chelsea, mais moi, ce que je vois, c'est que c'est une nouvelle puberté. Absolument, yes, c'était exactement ça. Ça sentait exactement comme ça. J'ai trouvé beaucoup de différences émotionnelles, mentales. J'ai commencé à juste voir ma vie et le monde de façon complètement différente, d'une perspective différente. Et c'était pas juste l'expérience d'être transgenre, mais aussi juste la médication m'a juste changé, like it changed my perspective. Oui, puis c'est souvent quelque chose qui arrive rapidement même, tu sais, avant les changements vraiment physiques, là, tu sais, au niveau gestion des émotions, pour les hommes trans qui prennent de la testo, un petit peu plus tu sais, d'agressivité au début. Dans leurs échanges avec Dr Lajeunesse sur les parcours médicaux, France et Chelsea ont abordé plusieurs inquiétudes que peuvent avoir les parents. Parmi elles, il y a la question du regret. Cette peur pour les parents que leur enfant puisse un jour regretter d'avoir entamé une transition médicale. Or, selon Dr Lajeunesse, les données actuelles montrent que le taux de regret après une transition médicale est très faible, autour de 1%. Dans la majorité des cas, il s'agit d'ajustements dans le parcours et non d'un regret global de la transition. Cette information invite alors à mieux comprendre la place de l'exploration dans ces parcours.
Alors, il y a vraiment cette partie d'exploration-là, puis ça, je peux le voir chez mon enfant au départ, c'est ça, c'est d'explorer cette partie-là. Puis c'est souvent Mhm. physique au départ, hein, c'est les cheveux qui deviennent plus longs, c'est la manicure, les ongles, c'est comment on décide de s'habiller, tout ça. Puis j'imagine que plus on vieillit, plus cette transition-là, elle se fait rapidement. Tu sais, quand je vois des jeunes, tu sais, plus autour de 14, 15 ans, il y en a un plus grand nombre qui vont être en exploration. Quand je vois des adultes qui viennent me consulter, d'emblée, ils viennent me voir souvent pour de l'hormonothérapie, là, parce que leur processus d'exploration, il est fait depuis longtemps. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas la même chose explorer le consentement chez un adolescent, chez un enfant, chez un adulte qui a une capacité à consentir, puis qui sait ce qu'il veut, puis ce qui est bon pour lui. Un enfant de 20 ans qui va venir te voir n'a pas besoin du consentement de son parent, il vient tout seul. Décris-nous, comment ça se passe, c'est-à-dire que si tu vois un enfant plus jeune avec le parent, puis un enfant plus vieux qui vient sans ses parents, c'est quoi les différences? Ben, il y a beaucoup de différences, puis il y a beaucoup de nuances. Ben, déjà, le consentement aux soins médicaux, c'est 14 ans. Quand un jeune de 14 ans et tu sais, moins de 14 ans vient nous voir, peu importe pour quoi que ce soit, ça prend en tout temps le consentement parental. Fait que ça, c'est assez clair. À 18 ans, c'est un adulte, c'est assez clair aussi que c'est le consentement libre et éclairé. C'est entre le 14 et 18 où c'est plus touché, c'est-à-dire qu'on a un jeune qui est capable de consentir aux soins légalement, mais qu'on essaie idéalement le plus possible d'avoir l'approbation parentale. Là où c'est un enjeu, c'est quand on a des demandes pour de l'hormonothérapie. Tu sais, on a un jeune qui est en détresse, en souffrance, qu'on pense qu'il a besoin d'hormonothérapie. Puis là, les parents sont pas d'accord, il y a des conflits, il y a de toute nature. Ben là, c'est plus compliqué, hein. Mais dans la majorité des cas, ça se passe bien. Le parent supporte son enfant, puis il veut le mieux pour son enfant. Puis là, ben moi, je vais les rencontrer tout le monde ensemble pour le début de l'entrevue, par exemple. Ensuite, je vais rencontrer le jeune seul, puis après ça, on se fait un plan de match tous ensemble, tu sais, dans la troisième partie de l'entrevue. Par contre, souvent, quand il y a des enjeux au niveau familial, ben le jeune ne sera pas bien. Puis c'est là, il peut y avoir plus de détresse, symptômes dépressifs. Puis la plupart, même avec un bon support parental, sont passés par des périodes où il y avait des symptômes dépressifs, mais souvent, ça va durer moins longtemps, ça va être moins intense si les parents sont supportants. Fait que les parents ont un rôle crucial, là. Les parents ont un rôle crucial. C'est un point important que Dr Judith Lajeunesse tient à rappeler, surtout pour les plus jeunes. Quand il y a des conflits autour de leur transition de genre, c'est ce sur quoi Dr Lajeunesse mise. À quel point l'amour est le lien le plus important. Et c'est quelque chose qui parle très fort à France. Elle cite d'ailleurs un extrait assez parlant du livre Transitions of the Heart. Quand on parle de genre, je voulais juste lire quelque chose à la fin en anglais, ça dit Genders and sexualities are complicated, but love doesn't have to be. Puis à la fin de tout ça, qu'on soit médecin, qu'on soit patient, qu'on soit parent, ce qui nous lie ensemble, c'est cet amour-là qu'on a pour l'autre. Quand c'est plus difficile entre un parent et son enfant, puis tu sais, c'est de renforcer ça, c'est la relation là, à la base, tu sais, l'amour qu'il y a entre ces deux personnes-là. Tu es un bon parent. C'est là-dessus qu'il faut tabler beaucoup. Dans ce cheminement de familles en transition, aux côtés de l'amour, ce qui est aussi très important, c'est l'apprentissage. Et France en sait quelque chose, car depuis 4 ans, elle apprend beaucoup sur le genre, la fluidité du genre, que celui-ci est un spectre et non une identité purement binaire. Mais apprendre, déconstruire et reconstruire ses biais et ses connaissances, ça prend du temps. Dans tout ça, il y a la question de la culpabilité aussi. France partage d'ailleurs à Dr Lajeunesse une question que sûrement beaucoup d'autres parents se posent sur les origines de la transidentité. Les enfants sont comme les autres. La seule différence, c'est que leur intérieur ne matche pas leur extérieur. Est-ce que ce serait une définition que tu donnerais? Comment on peut l'identifier comme scientifiquement? Parce qu'il y a des parents qui vont sentir, dans ce que j'ai lu, il y a des parents qui vont dire, j'ai dû faire quelque chose pour que mon enfant soit comme ça. Tu sais, le genre assigné à la naissance, c'est plus la connotation sociale. Après ça, il y a l'expression du genre, puis l'identité de genre. Tu sais, l'identité, c'est le sentiment
d'appartenir à un groupe genré ou à un autre. Après ça, tu as l'orientation sexuelle, qui est une autre chose qui est complètement différente. Tu sais, le genre, ça a une fonction très sociale, là. Et notre société, elle est faite genrée. C'est pour ça que les personnes qui vivent une fluidité de genre vont des fois se sentir comme qu'il n'y a pas de place nulle part ou rien qui correspond, alors que quand même beaucoup de gens là, qui vont se promener dans le spectre de la non-binarité, beaucoup de gens qui vont discontinuer leur transition, puis qui finalement vont se dire, bah, finalement, je suis satisfait avec ces changements-là, je vais arrêter mon hormonothérapie, puis ils vont être plus dans le spectre de la non-binarité, puis ils vont être très bien là-dedans. Que nous faisons tous partie de cette ligne-là ou de ce spectrum-là, tu sais, de rien d'anormal dans ce qu'on vit. Alors, il faut éduquer vraiment, c'est plus que juste le transgenre, c'est éduquer les gens pour dire on est tous sur la même ligne. Il y a des gens qui auront l'air plus masculins, d'autres plus féminins, mais on fait toute partie de ce spectrum-là. On est tous sur un certain spectre, que ce soit sur l'identité de genre, l'expression, comment on se présente. Tu sais, moi, je me maquille pas dans la vie, tu sais. Puis j'ai des collègues qui vont être, j'ai des amis qui vont être full girly, se maquiller. Ça fait partie du spectre de l'expression du genre. L'attirance sexuelle, l'attirance romantique, ça aussi, c'est un spectre. Puis on a un outil très visuel qui s'appelle la licorne du genre ou le gender red person, là. C'est un outil qu'on utilise avec les patients. C'est un petit bonhomme peint d'épices avec des flèches. Puis souvent, tu sais, pour les jeunes qui sont plus petits, ben, on leur dit, ben, fais un X où tu te situes sur chacune des flèches. Ça nous aide à aborder cette question-là. J'aurais aimé ça que ça existe il y a 30 ans. Quand ma fille, Ben, c'est sûr. à l'âge de 3 ans, là, déjà, me disait, Ah ouais. tu sais, ouais, mais je le voyais pas. Je veux dire, en tout cas, écoute, ça, c'est le passé, on peut pas aller là, mais c'est pas vrai. On peut y aller, on peut y rester un petit moment, mais à quelque part, il faut continuer d'avancer puis d'apprendre, C'est ça, ça. c'est clair. Ben, la fluidité est présente depuis la nuit des temps. Puis là, j'arrive d'une formation en France, puis la personne qui nous donne l'information, c'est une femme trans. Elle avait des exemples incroyables du Moyen Âge, de l'Antiquité, un empereur romain. Tu sais, il y en a eu plein, plein, plein et depuis toujours. C'est comme à l'époque où être gaucher, t'avais pas le droit d'être gaucher. Puis là, tout à coup, quand c'est devenu pas grave d'être gaucher, ben, il y a donc eu une épidémie de gauchers. Au Canada, la majorité des soins spécialisés en affirmation de genre sont encore concentrés dans des centres hospitaliers de troisième ligne. Très peu de services sont offerts en première ligne auprès des médecins de famille. Et Docteur La Jeunesse tente justement de développer un modèle différent et multidisciplinaire, ancré dans la communauté, en collaboration des ressources locales. Mais au-delà de l'organisation des services, une question demeure: comment rendre ces soins plus accessibles et surtout plus simples? Souvent, pour les adultes, le besoin d'avoir une équipe multidisciplinaire avec un travailleur social pour évaluer le milieu familial est moins là. Les adultes ont vraiment des besoins de soutien psychologique, ont besoin d'un suivi médical, mais tu sais, l'espèce de trame multi avec toute la grosse clinique multidisciplinaire, le besoin est plus là pour les jeunes. Mais les adultes ont besoin d'un suivi médical. Puis le gros besoin actuellement, c'est que les médecins de famille, les professionnels de première ligne comprennent que les soins d'affirmation de genre, l'hormonothérapie, c'est pas sorcier. Puis n'importe quel médecin de famille est capable de faire ce suivi-là. C'est des soins de base, tu sais, à mon sens. Là-dessus qu'on travaille à éduquer les médecins de famille, tous les professionnels. Selon toi, Judith, est-ce que c'est important, si on fait l'hormothérapie, d'avoir aussi le suivi psychologique? Est-ce que c'est important d'avoir les deux en même temps? En fait, c'est important que ça soit disponible. Tu sais, je veux dire, c'est du cas par cas. Je veux dire, j'ai vu beaucoup de patients qui m'ont dit: «Enfin», tu sais, je veux dire, moi, je les évalue, ils ont pas de symptômes dépressifs, ils sont bien dans leur travail, dans toutes les sphères de leur vie. Ils veulent débuter de l'hormonothérapie, consentement libre et éclairé. On commence ça leur fait du bien. Ils ont pas besoin nécessairement d'un suivi psychologique régulier, mais il y a des patients, comme n'importe quel changement dans la vie, tu sais, on perd notre emploi, on a un nouvel enfant, on peut développer des symptômes dépressifs dus à l'adaptation à une nouvelle situation, mais ça peut être la même chose pour une personne trans qui vit des changements dans son corps, qui peut développer des symptômes anxieux ou dépressifs. Donc, c'est important d'être à l'écoute, puis d'avoir les services disponibles quand c'est nécessaire. Pour Docteur La Jeunesse, il y a un acteur qui est aussi essentiel dans toute l'équipe multidisciplinaire et qui devrait être en première ligne de soins: les organismes communautaires. C'est
très, très, très important parce que souvent, là, les organismes communautaires sont ancrés dans la communauté. Fait que c'est souvent des endroits où les jeunes vont débarquer, vont avoir des questions, ils ont besoin d'une intervention immédiate. T'sais, c'est sûr que les intervenants en milieu communautaire ne sont pas équipés pour faire du suivi long terme, mais ils peuvent faire de la gestion de crise, peuvent nous référer des patients qui ont plus des besoins médicaux, sont d'un grand soutien aussi pour tout ce qui est des articles d'affirmation de genre. L'autre chose, ils sont très, très bons pour aider nos patients à toutes les démarches administratives. Faut pas travailler en silo, en fait. Si j'avais pas parlé au milieu communautaire, là, j'aurais peut-être décidé de développer des groupes, mais ça existe déjà. Faut leur parler, puis faut travailler en équipe. Au fil de sa pratique, Docteur Lajeunesse a constaté un enjeu majeur: le manque de formation et de ressources dans le milieu médical pour accompagner adéquatement les personnes trans. Actuellement en année sabbatique, elle travaille à approfondir ces questions, notamment à travers une formation internationale en Europe, avec l'objectif de renforcer les compétences et l'accessibilité des soins. Tu dis qu'il y a très peu de médecins de famille qui sont vraiment compétents dans le domaine. Oui, mais en fait, la vérité, c'est que la plupart ont toutes les compétences, mais ils ne le savent pas. On est en pleine collecte de données sur une étude sur le sentiment de compétence là, des professionnels de première ligne à offrir des soins d'affirmation de genre. Fait qu'on n'a pas les résultats encore, puis j'en ai pas vu d'études là-dessus. Il y a beaucoup d'études qui parlent, tu sais, il semble qu'il manque de formation, puis effectivement, ça, c'est un constat. Tu sais, moi, je suis professeure à l'Université de Sherbrooke. Dans le programme de médecine, il y a à peu près pas grand-chose, là. C'est à travers plein d'autres affaires, là. Fait que, tu sais, spécifiquement, les connaissances, les formations sont pas là. Si je me ramène à moi, j'ai été face à mes premiers patients qui me demandaient des références ou de l'hormonothérapie. Mon premier réflexe, c'était de les référer à des grands spécialistes. Mais en fait, c'est pas plus compliqué qu'évaluer n'importe quel patient ou évaluer son consentement. Est-ce qu'il y a des enjeux de santé mentale? Prescrire l'hormonothérapie, c'est pareil comme prescrire pour les femmes trans en ménopause. Les suivis, c'est des prises de sang simples. On va en savoir plus à la suite de mon étude. Fait qu'on va faire aussi des entrevues avec des professionnels de la santé pour comprendre c'est quoi leurs barrières. Le problème, c'est qu'il y a très peu de médecins qui sont compétents pour en former d'autres. Il faut commencer quelque part. Fait que d'avoir quelque chose un peu d'autoportant pour que tous les résidents en médecine familiale puissent avoir au moins une formation de base. Après ça, avoir du mentorat coaching disponible avec des médecins d'expérience. C'est un peu ça notre mission, c'est qu'on veut rapidement, quand des médecins vont nous référer des patients, qu'on puisse leur retourner le suivi avec beaucoup, beaucoup d'accompagnement, puis tranquillement, ça va augmenter le sentiment de compétence. En fait, mon plus gros message, là, c'est que les transidentités, c'est normal. Et offrir ces soins-là, ça fait juste partie des soins de base. Le message aux parents, c'est écoutez vos jeunes, puis allez voir d'autres parents qui ont vécu la même situation que vous, puis partagez entre vous, tu sais, les expériences. Puis l'autre chose, c'est que les parents ont aussi le droit de vivre des difficultés, des deuils. Ça fait partie aussi du processus des parents, puis qui sont pas des mauvais parents pour autant, là. Cette idée de deuil, c'est cette idée de j'avais un garçon, puis tu as l'impression de perdre. Tu gagnes une fille, puis tu es super heureuse, mais en même temps, tu perds un garçon. À un moment donné, tu te dis: «Mais oui, mais c'est juste l'enveloppe parce que la personne est la même». Mais c'est ça, je pense que ça revient à dire que la transition, elle est vécue chez tout le monde dans la famille. Ça Ouais. appartient pas juste à la personne qui fait la transition. Mon espoir, c'est que tu sais, les soins d'affirmation de genre vont devenir de plus en plus démocratisés. C'est ça mon souhait le plus profond. Toi, le fait de travailler avec cette population-là, avec ces patients-là, est-ce que ça a changé des choses? Puis comme tu dis, tu as 4 enfants, alors est-ce que ça t'amène à voir tes enfants différemment? Oui, tout à fait. Justement, je suis beaucoup plus dans l'écoute de leur évolution, où ils se situent comme individus et non comme mon gars, ma fille. Ça a vraiment beaucoup changé ma perspective comme maman. Puis de travailler avec ces patients-là, c'est des gens tellement résilients. C'est impressionnant, là, tu sais, j'apprends à chaque jour avec mes patients à quel point ils sont capables de surmonter des épreuves, là, toutes les des petites choses du quotidien, là, qui sont des défis, là, tu sais, Les micro-agressions, comme ma fille me des dit souvent. micro-agressions par-dessus micro-agressions, puis c'est ça, c'est la résilience, moi, que je retiens beaucoup. Puis à la fin de tout, je crois vraiment que
En tout cas, quand je regarde ma fille évoluer là-dedans, je me dis: «Mon Dieu, c'est tellement beau». Il y a un épanouissement qui est en train de se faire, qui était pas nécessairement là. La j'arrête pas de dire, c'est la lumière dans ses yeux. La lumière dans ses yeux, c'est incroyable, ça brille comme les étoiles dans le firmament. Oui, ce que je dis toujours à mes collègues là, qui sont ben, pourquoi que comment qu'est-ce qui t'amène à faire ça puis à continuer, tu sais? Moi là, il y a pas grand-chose en médecine de nos jours qui change autant la vie de quelqu'un que les soins d'affirmation de genre. Tu sais, la lumière dans les yeux, ce que tu décris, France, là, je le vois dans mes patients que je transitionne au quotidien, c'est magique, là. Il y a pas grand-chose qu'on peut faire à ce point d'impact en médecine. Très satisfaisant, très, très valorisant. Un grand merci à Dr Judith Lajeunesse d'avoir participé à cet épisode. Famille en transition est une série audio produite et réalisée par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de la Winnipeg Foundation. Animatrices, France Adams et Chelsea Howgate. Réalisation et voix off, Morgane Lemay. Enregistrement et identité sonore, Mehdi Beredad. Montage, Martha Guerrero. Identité visuelle, Sonia Rousseau. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Direction adjointe, Lisiane Romain. Directrice et rédactrice en chef, Sophie Gaulin. Un grand merci à notre comité directeur, France Adams, Chelsea Howgate, Jackie Swersky, Kevin Prada, Dr Judith Lajeunesse et Sylvie Berthelot-Dilk. Merci également à Alba Gomez-Lopez pour son aide précieuse dans ce projet. Merci à notre partenaire de diffusion, le collectif LGBTQ du Manitoba. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées et sur la-liberté.ca. N'oubliez pas de partager et de mettre 5 étoiles.